Et salut. Samy Galvi qui vient d'arriver. Bienvenue. Et merci les gars. Trop content que tu sois là parce que ça fait un petit moment qu'on s'écrit des fois sur Insta, qu'on se croise à des endroits et tout, et qu'on a bien envie de t'avoir ici. Parce que du coup, tu es artiste. Oh mon Dieu. Quelle surprise. Ah ouais. Quelle surprise de rencontrer un artiste. Non mais du coup en gros on a écouté un petit peu déjà tes sons, donc une musique électronique, par des influences orientales, mais du coup je pense que tu vas pouvoir nous en dire plus. Comment est-ce que tu définirais ta musique? Première question, let's go. Alors ma musique, comment je la définis? Elle est en mouvement déjà perpétuellement. Ça fait longtemps que je fais de la musique, j'ai toujours aimé mélanger les choses. Et il y a quelques années, j'ai commencé à plus écouter, réécouter en fait la musique, les musiques folk, mais aussi les musiques disco des années 80, ce qui se passait au Maghreb, et aussi de la diaspora en Europe, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire coexister ces deux mondes-là avec ce que moi, en fait, j'ai connu en étant ado, jeune adulte en Europe. Bien sûr, j'ai fait mes week-ends à Berlin quand j'avais 18 ans. Bien sûr, j'étais au Loft quand j'avais 16 ans. Bien sûr, j'ai fait tous ces trucs-là. Je m'attendais pas à ça. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, j'avais envie de faire un truc qui soit plus club. Parce qu'avant, je faisais, tu connais, je faisais de la basse, de la guitare, plus des formations rock ou folk, mais voilà, des trucs plus musique instrumentale, un peu classique. Et là, j'avais envie de faire un truc seul. En fait, la seule limite, c'était moi, c'était le temps, c'était ma DA, je pouvais faire ce que je voulais et ça, c'était trop bien. J'ai commencé à faire un peu plus de prod avec l'ordi aussi, des synthés, des trucs analo, des boîtes à rythme, des machins. Et là, tout un monde s'ouvre dans lequel tu peux te perdre à l'infini et ça, c'est trop stylé. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu au début. Et voilà, je suis parti en résidence 3 mois au Maroc. Et j'ai fait ce mélange de musique folklorique maghrébine de manière très large comme ça, mais surtout du raï et du chablis marocain. Et bass music, un peu de techno, un petit peu de house aussi, et puis parfois une énergie un peu hip-hop aussi. Et donc là, sur ton dernier album, la majorité de tes sons, tu les as produits toi-même? Ouais, en fait, j'ai tout produit moi-même. Ok. Ouais. J'ai tout produit moi-même. Je me suis fait aider par Amar 808, peut-être que vous connaissez, qui est une icône aussi des musiques électroniques / Maghreb. Lui, il est tunisien. Il habite au Danemark. Je suis parti chez lui dans son studio il y a un an. Exactement, il y a un an. Il faisait vraiment moche, quoi. Il faisait 15 degrés. Danemark, c'est dur. C'était vraiment dur. Heureusement qu'il y avait le studio. Hein. Ouais. Et du coup, on a taffé là-bas. Il m'a donné un peu des plans. Et après, je lui ai demandé s'il voulait mixer l'album. Et il l'a mixé, donc trop content. Trop bien. Et puis voilà, du coup on en est là. Mais non, j'ai produit tout seul. Ouais. Okay. Ça s'entend d'ailleurs. Je crois qu'on entend que c'est assez frais. J'avais pas trop de plugins, tu vois, je faisais les choses analogiques. J'essayais de rentrer le son tout de suite comme je le voulais, sans trop le toucher après. Donc c'est un peu brut, c'est un peu authentique. Ouais, voilà, on va dire authentique. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est. Ouais, non, c'est ça. Si c'est insultant ou pas de dire que c'est authentique. Non, je le prends bien. Mais parce que c'est la première fois que tu produis autant tes propres sons, ou alors avant c'était quand même aussi majoritairement toi, mais entouré d'une équipe. Alors j'ai coproduit plusieurs albums, mais plutôt en groupe. Après, souvent, je prenais quand même la tâche des edits, je prenais quand même la tâche de l'arrangement dans les groupes que j'avais avant. Des fois, il faut un peu, organiser les sessions studio aussi pour que tout ce qu'on veut enregistrer soit enregistré. Après, il faut prendre des décisions, donc parfois je faisais ça. Mais c'est la première fois que je fais tout seul, de A à Z. Ok, trop lourd. Ouais. Incroyable. Et personnellement, c'est quoi la touche que tu as amenée dans ta musique? Parce que la musique, forcément, c'est personnel, surtout en plus quand tu la produis. Je sais pas, est-ce qu'il y aurait une part d'enfance dans cette musique, finalement? Ouais, bien sûr. Déjà, le jeu, quoi. Il faut aimer jouer pour jouer de la musique, fatalement, mais aussi tester des trucs, vraiment faire des tests. Et comme c'est un premier album, c'est aussi un peu un album autobiographique. Et qui, du coup, il part forcément un peu de l'enfance. Et il raconte un peu mon lien avec le Maroc, mon lien avec la Suisse, cette forme d'hybridité, cette forme parfois de double absence aussi, parce que voilà, tu manques toujours quelque chose. Est-ce que tu te sens vraiment à la maison dans ces deux pays? Finalement, pendant une grande partie de mon enfance, j'ai été un peu l'étranger toujours. Tu vois, en Suisse, j'étais fils d'immigrés.
au Maroc, j'étais fils d'immigrés, mais dans l'autre sens. Et du coup, il a fallu un peu réparer ça et trouver du sens entre tout ça. Et c'est aussi quelque chose de quoi je parle. C'est aussi une des thématiques qui revient assez souvent de cette histoire de vie donc qui commence dans l'enfance. C'est un album qui est assez intime aussi. Yalla Bye Bye, il parle aussi. En fait, j'ai ma grand-mère et mon père qui sont décédés pendant la production de cet album, donc qui n'ont pas vu l'album. C'est aussi une manière de leur rendre hommage. De leur rendre hommage, exactement. Okay. De leur souhaiter bonne route. C'est un peu ce qu'on dit. C'est ce que ta tante, elle te dit quand elle ferme la porte. Elle dit Yalla Bye Bye, on se voit l'année prochaine. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Et je parlais plutôt des sonorités parce que t'as parlé du coup du shahabi marocain. Est-ce que tu arrives à nous expliquer? On a essayé de diguer un peu, on s'est arrêté au shahabi algérien, tu vois. Ensuite, pour partir sur le shahabi marocain. Et du coup, influence shahabi. Et tu parlais aussi, parce qu'on a fait nos devoirs, hein, on regarde un peu certaines interviews que tu fais, de musique un peu style des musiques que tu trouvais sur des cassettes. Ouais. Des musiques maghrébines à l'ancienne avec d'ailleurs ce teint, comment on appelle ça, un truc un peu lo-fi comme ça, ce grain lo-fi. Ouais. Ben, en fait, les années 80, ce qui était génial, c'est que la cassette, c'était facile à reproduire. Ça coûtait pas trop d'argent d'enregistrer. Il y avait ces enregistreurs sur cassette, c'est les Tascam là, multipistes. Tu pouvais enregistrer, il y en avait en 8 pistes, en 4 pistes. Du coup, tu pouvais avoir un studio portatif et faire de la musique un peu partout. Et ça a boosté le truc au Maghreb parce qu'en fait, à cette époque-là, pour faire du vinyle, il fallait de la thune. Il fallait de la thune pour enregistrer, pour produire le vinyle. Il fallait des matières chimiques aussi. C'est tout un process, le vinyle, qui coûte beaucoup plus cher. La cassette, vite fait. Tu plugs la cassette, ton machin, c'est une boîte, un peu comme une table de mix comme tu as là, tu vois. Tu mets rec, tu enregistres le truc. Tu peux mixer, tu as juste les faders de volume. Tu peux faire un peu des EQ et tu rentres le truc. Après, tu peux refaire par-dessus aussi. Donc en fait, ça donnait en fait toute une accessibilité, comme maintenant il y a avec les home studios. Ouais. Avec Ableton, machin, tous ces trucs-là. Ben, ça a reboosté aussi dans les pays où il y a moins de moyens. Et tu parlais du shahabi algérien. Shahabi algérien. Ah oui, excuse-moi. Ouais. Je pensais que t'allais me demander quel autre truc. Non, vas-y, continue. Shahabi algérien. Shahabi algérien qui est assez différent que le shahabi marocain. Leur point commun peut être, je veux dire dans les rythmiques et dans l'instrumentation aussi. Mais leur point commun, c'est que c'est des musiques populaires. Le shahabi, shahab, c'est le peuple. Et donc shahabi, c'est populaire. Ça veut vraiment dire ça. Tu as du shahabi dans toutes les régions et tous les pays arabophones, quoi, si on veut. Musique folklorique populaire qu'on va chanter dans les foires agricoles, dans les mariages, dans les naissances, voilà, dans plein de circonstances différentes. Et au Maroc, et là vraiment ce truc, c'est du 6/8, un peu cassé. Donc c'est un peu ce truc ovale, comme ça tourne de manière un peu hop, et ça redescend. Et il faut rentrer dedans, mais c'est assez trance. C'est assez trance. Et le raï, c'est vraiment la musique des cassettes pour le coup. Bon, shahabi aussi, mais le raï, c'est la musique des cassettes parce que c'est le début des boîtes à rythme, des synthés arrangeurs. Et tu sens vraiment ce truc dans les gens qui faisaient ça, cette effervescence, quoi. Ce truc on a envie d'utiliser les trucs et ça devient facile. Tu peux vraiment te laisser aller à la créativité sans devoir penser à des trucs techniques, des trucs... voilà, tu peux juste y aller et ça a vraiment boosté ces musiques. Trop bien. Et tu parles aussi de musique de taxi. C'est quoi les musiques de taxi? Pareil, un lecteur cassette dans les taxis, musique de radio. Et le raï, pour le coup, c'est bon, après, les gens, ils écoutaient la musique du peuple, ils écoutaient la musique qui leur parle, qui comprennent, parce que bon, la musique américaine, dans les années 80, il y avait des gens qui l'écoutaient, mais en vrai, les Marocains, ils écoutent leur musique beaucoup quand même. Alors, ils écoutent plein d'autres musiques, mais c'est une musique qui parle souvent d'histoires d'amour impossibles, de choses difficiles, mais qui embellit et qui font un peu accepter aussi une réalité difficile. C'est pour ça aussi que c'est des musiques populaires. C'est des musiques qui parlent des problèmes des gens, ils parlent de leurs rêves et ils parlent peut-être aussi des tabous en fait, qui ne peuvent pas discuter avec leur famille, tout ça. Donc le raï, c'est vraiment cette musique-là. T'as un artiste de shahabi marocain, tu parlais du 6/8, qu'on puisse vraiment voir ce que ça donne. Alors, je pourrais te faire... pendant ce temps, tu peux poser une question. Je pourrais te montrer Abdelaziz Stati. Donc, voilà. C'est ça, ce truc ovale que tu Ah, c'est trop bien ça. Et c'est vraiment la musique de la campagne, j'adore ça. Le raï et le shahabi, est-ce que c'est un mouvement général au Maroc, qu'il y a un renouveau, une réappropriation du raï par des nouvelles générations, ou il y a eu une continuité? Ah, de ouf. En fait, maintenant,
il y a une espèce de 2.0. Pourquoi? Parce que déjà la musique est devenue facile à produire, pas cher. Pas cher, les gens ils craquent Ableton et c'est bon, c'est parti. Non mais c'est vrai, hein, et il y a même il y a plein de tutos sur YouTube en dérija marocain et des trucs, par exemple avant je voyais que tu avais le live de Kiosque Radio de l'année passée et là j'avais encore le Tascam qui est un autotune physique quoi. C'est pas l'autotune que tu as dans les... ouais, je peux le montrer avec l'écran vert là. On dirait tu vois, puis les boutons. Ça, c'est un autotune. C'est analogique l'autotune. Exactement. C'est une boîte, quoi. C'est une machine. La plupart des rappeurs maintenant, ils utilisent un truc qui s'appelle Antares. Ça vient dans une. C'est un plugin, quoi. C'est un plugin, c'est un truc que tu télécharges, machin. Et ce truc-là, tu vois vraiment les fréquences, machin. Tu peux piloter ton truc. Et là, sur ça, il y a des. Si tu mets Antares. Non, je peux te ouais, vas-y, fais comme chez toi. Hein. Si t'as des voilà. Des tutos d'utilisation. Prueba, celui-là il est en espagnol. Et je sais pas si ça va être ça. Mais t'en as en fait. Ah, je crois que c'est lui. Ouais, voilà. Bishara Arts. Lui, par exemple, il va te le faire en dérija. Donc ça montre à quel point c'est des trucs qui sont utilisés là-bas en fait. En dérija, donc en dérija marocain. Marocain, ouais. Il va vraiment t'expliquer en marocain. Ouais, c'est. En fait, c'est pas. Voilà, il y a plein de tutos en dérija, mais que ce soit ça montre à quel point c'est utilisé là-bas et maintenant en fait beaucoup de gens produisent de la musique au Maghreb. T'expliques comment l'utiliser là. Et bon, je pense que c'est une des raisons. Peut-être une des autres raisons, c'est que à chaque fois qu'on parle des cultures arabes, on parle pas d'ailleurs des cultures arabes, on parle de faits divers, on parle de guerre, on parle de terrorisme, de violence, etc. Et je pense que les gens, depuis 2001, depuis le 11 septembre, et après avec tout ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé les printemps arabes, l'invasion de l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, enfin les gens ils ont envie de parler d'autres choses, ils ont envie de montrer en fait que nos cultures sont belles, qu'elles sont riches, qu'elles sont diverses, que nous aussi en fait on peut faire des trucs stylés, tu sais, il n'y a pas que les ricains qui peuvent faire des trucs stylés et en fait on est trop fort. La scène trap marocaine par exemple elle a explosé. Il va y avoir El Grande Toto. Grande Toto, mais incroyable. Jeudi incroyable. Je crois. Ouais, je crois. Et je pense que ça c'est peut-être la deuxième raison. Et puis, en fait, il y a toujours eu de la musique. Tout le monde fait de la musique. Au Maghreb, c'est très dans la vie de tous les jours. Tu en entends beaucoup. Tu vois beaucoup de gens faire de la musique dans plein de contextes différents. Et peut-être que là, cette génération, elle le fait maintenant. Spotify, YouTube, machin, prod. Voilà. Donc, il y a vraiment un renouveau et je suis trop content de faire partie de ça aussi. Mais trop bien. Du coup, je pense que c'est bien pour venir sur la politique, c'est ça que tu veux faire. C'est que c'est difficile de pas parler politique. Après, je pourrais comprendre que tu dises tu te concentres pour le concert l'homme aussi doit, c'est ça. Ouais, en fait, je sais pas qui c'est qui a dit ça. Ça, c'est des infos. C'est une personne d'ailleurs qui a dit merci ça. d'être venu. Parce que mais trop cool. Il a écrit grand fan. Parce qu'en fait, il y a une ville qui s'appelle Stat. Et moi, je viens d'à côté de ça. Et je pensais que Stati, ça veut dire de Stat. Parce que comme Marrakech, c'est de Marrakech. Et en fait, Stati, non. Parce que Sta, ça veut dire 6. Donc Stati, il a une espèce d'excroissance comme ça. Et il a 6 doigts. Et c'est un joueur de violon. Ah, mais c'est un vrai truc, c'est pas parce qu'il joue bien. Non. Ah ouais, précis alors. Polo Lacoste, méga précis. Précis. Polo Lacoste. Ah, Polo Lacoste, j'adore. Avec Lacoste. Ouais, Lacoste. Ouais, Lacoste. On va peut-être se faire sponsor par Lacoste. Made in Morocco. Hein. Trop cool. Mais du coup, peut-être un petit mot, si ça te dérange pas. Déjà l'année passée, quand tu étais venu, tu avais pris une position. Ouais. Parce que tu n'es pas uniquement un artiste. Publiquement, quoi. Publiquement, oui. Parce que position, je pense que tu prends. Bien sûr. Tu n'es pas uniquement un artiste. Et puis pour moi, ce qui m'intéresse, pour être clair, tu as pris position pour la Palestine. Tu t'es exprimé là-dessus. Pour toi, à quel point est-ce que ton rôle d'artiste est important pour les causes politiques qui te touchent? Moi, c'est toujours pareil. Pour moi, l'art, c'est vraiment une vision du monde. C'est une certaine vision du monde que tu as envie de partager. C'est partager une émotion. Et en fait, c'est toujours situé. Il n'y a pas d'art qui existe en lui-même dans l'absolu. Il y a toujours un contexte. Il y a toujours un contexte social, un contexte politique. Après, on vit dans un monde où il y a des rapports de domination auxquels on pense tous les jours. Le matin, quand tu te réveilles, tu vas bosser.
tu sais que tu es dans un rapport de domination avec les gens qui vont dans un rapport de pouvoir. Voilà, si tu ouvres ta gueule, si tu vas pas au taf, t'es viré. Si t'es viré, t'as pas d'argent, tu peux pas vivre. On est dans un monde capitaliste. Alors on a des sécurités, machin, on a des privilèges en Europe, ça c'est clair. Et on vit pas du tout les mêmes rapports de domination coloniaux, les mêmes rapports de domination d'État, les violences d'État, etc. que dans d'autres pays. Quoique, il y a des gens même en Suisse qui vivent ça. Nous, on est méga privilégiés parce qu'on a grandi ici, parce qu'on est nationaux, etc. Ça c'est sûr, faut le dire. Tout cela étant dit, quand un artiste fait quelque chose, moi, je vais m'intéresser à ce contexte. C'est comme ça, en fait, en tout cas personnellement, que je m'attache aux artistes. Quand je peux m'identifier, quand je peux comprendre, mais dans quel contexte a été fait ça. Par exemple, nous, on a grandi dans les années 90-2000. On écoutait beaucoup de rap américain, rap français. Un artiste qui te touche, c'est un artiste auquel tu peux t'identifier parce que tu comprends sa réalité. Et même si tu ne la vis pas comme lui, pas de la même manière, tu vas pouvoir être touché par ce qu'il raconte parce que tu penses que c'est important de le dire, parce que tu comprends quelque chose, tu apprends peut-être quelque chose sur le monde. Et du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment d'art apolitique. Il n'y a pas vraiment d'art qui s'extrait de tout ça. Il y a toujours un contexte de création, il y a toujours une raison pourquoi on fait de l'art. Ou peut-être que si une personne ne trouve qu'il n'y en a pas, peut-être que tu vas la chercher, cette raison. Mais je pense que de base, on ne fait pas les choses pour rien. Ouais. Voilà. Ensuite, nous, on fait de la musique. Donc, dans la musique, il y a des textes. Et les textes, tu vas toujours être confronté. Mais qu'est-ce que je veux dire, en fait? Qu'est-ce que je veux dire? Alors, des fois, il y a des sujets qui sont plus légers que d'autres. Il y a des chansons d'amour. Après, même dans l'amour, on peut voir des rapports de pouvoir, bien évidemment. Évidemment, d'ailleurs, qu'il y en a. Évidemment qu'il y en a. Il y a des sujets plus légers que d'autres, mais tout de même, finalement, tu dis quelque chose qui est situé socialement et politiquement. Et donc, le fait que des artistes comme Michael Moore prennent position aujourd'hui, ça me rappelle aussi, comment il s'appelle le groupe avec Plan qui joue ce soir? Simple Plan. Simple Plan? Non. Simple Plan, c'est un groupe de rock américain. Jet Lag. Simple Mind. Simple Mind. Ouais. En fait, c'est le Antoine de Tsugi Radio qui me rappelait que ce groupe-là avait fait un monstre concert dans les années 70, je pense, aux States, et qui avait été ultra médiatisé. Et en fait, ça avait vraiment mis un gros coup sur le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et en fait, on ne pourra jamais savoir si c'est grâce à eux que c'est tombé. Mais en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que ça a aidé. Ça a été dans le bon sens. Et en fait, ça marche. Et c'est vraiment dans les situations les plus graves, les plus violentes, où on pense en fait qu'il y a une fatalité aujourd'hui avec la Palestine, mais c'est le cas aussi de plein d'autres luttes en fait, post-coloniales, décoloniales et autres. En fait, on essaie de nous faire croire qu'on ne pourra rien faire, qu'on ne pourra jamais changer le truc. Mais en fait, oui, en fait, ces luttes, elles fonctionnent. Et donc, des artistes qui les portent, ça fait du bien à l'âme, ça rassemble, et en fait, ça nous rend forts. Et je pense que c'est méga important de le faire. Bon, il y a aussi ça aussi, j'ai l'impression, c'est qu'au final, peu importe que ça change quelque chose, ce concert-là, ce truc, ou alors l'art que toi tu fais en tant que Samy Galbi, mais juste aussi, t'apportes du soutien aux gens qui sont là parce qu'ils vont passer un bon moment autour de la musique, et puis surtout, en t'entendant parler comme ça, regarde, là je vois un commentaire, Dame, je le connaissais pas avant, mais il est tellement pertinent dans ses propos, je l'aime. En fait, évidemment, des fois, ça fait juste du bien d'entendre des propos comme les tiens, quoi. Et c'est aussi ça le combat. Mais c'est méga important. Malheureusement, je crois qu'on doit déjà te laisser partir. C'est-à-dire que je suis vraiment désolé. Pour manger. Alors juste, on va te demander un dernier truc. On va juste faire un selfie. On va te demander de signer notre petit tableau là derrière. Ah ouais, c'est vous. Où tous les artistes viennent signer le truc. Merci Samy d'avoir été avec nous. Merci les gars. Merci pour tes propos sur ETICOS TV.